L'aube se lève sur les mers arctiques. La pâle lumière du soleil brille sur les plaques de glace. Ici, une barge rousse solitaire plane au-dessus des marais d'Alaska. Des milliers de kilomètres nous attendent. Chaque battement de ses ailes le propulsera vers la lointaine Nouvelle-Zélande. Bien plus au sud, les éléphants de mer glissent silencieusement sous les vagues de l'océan. Ils doivent naviguer dans des courants qui s'étendent sur des milliers de kilomètres. Entre les zones d'alimentation et les plages de reproduction, dans le Pacifique, les baleines grises roulent et sautent, des zones d'alimentation de l'Arctique aux lagunes de Basse-Californie. Le long des fleuves du Japon, des anguilles japonaises aux écailles argentées glissent en aval. Dans les savanes ouvertes, les aigles martiaux chassent leurs proies en vol. Les sables du désert scintillent, tandis que les guêpes chasseuses de tarentules traquent avec une précision chirurgicale. Le long des côtes tropicales et des forêts pluviales, les crabes rouges défilent en rangs ininterrompus. Des airs à la terre et à la mer, ces migrations définissent la vie elle-même. Chaque voyage exige endurance, sens de l'orientation et instinct. Voici l'histoire des migrations les plus extraordinaires au monde. Nous avons commencé en altitude, dans le nord. L'aube se lève sur les marais gelés de la toundra arctique de l'Alaska. Une lumière pâle se reflète sur les ruisseaux gelés et la boue sombre et glissante où se déplacent de petits invertébrés. Les barges à queue noire, l'Imosa, l'Aponica, se rassemblent en groupes compacts. Leurs longs becs fins sondent le sol avec précision, en extrayant vers, crustacés et petits mollusques. Leurs plumes frémissent sous le vent froid. Chaque oiseau se nourrit avec urgence. Le temps presse. Le voyage qui les attend exigera jusqu'à la dernière goutte d'énergie stockée dans leurs puissants muscles pectoraux et leurs épaisses réserves de graisse. Le froid arctique est mordant, mais leurs aiguilles sont bien préparées. Soudain, une vague de mouvement parcourt le troupeau. Les ailes se déploient et atteignent une envergure de plus de 70 cm. Les oiseaux prennent leur envol en parfaite synchronisation. Le ciel se teinte de bronze et de châtain, et la formation en V fend l'air glacial de l'Arctique comme une flèche vivante. Aucune brise thermique ne souffle dans la pâle matinée arctique. Les oiseaux se meuvent imperceptiblement au sein de la formation, ajustant leur position. Ils inclinent leurs ailes longues et étroites pour capter la moindre portance. Le courant d'air contribue à minimiser la consommation d'énergie. Les structures à l'avant absorbent la plus grande force du vent, effectuant une rotation périodique, tandis que d'autres glissent vers l'avant depuis l'arrière. À mesure que la formation s'élève, le monde en contrebas se réduit à une mosaïque de bassins de glace, de saules nains et de nids abandonnés. L'oiseau de tête se penche légèrement, signalant un long virage en angle vers le sud-ouest. C'est la première étape d'un voyage qui les mènera à travers des océans entiers. Leurs corps sont légers mais puissants, leur cœur battant plus de 10 fois par seconde, tandis qu'ils s'adaptent au rythme constant et ininterrompu qui les portera sur des milliers de kilomètres sans s'arrêter. Au fil des heures, les courlis volent sans relâche. Des tempêtes se profilent au-dessus des mers lointaines. Les nuages bas et les rafales soudaines mettent leur détermination à l'épreuve. Ses ailes fendent l'air turbulent, ses plumes se plient, ses muscles se contractent et se détendent avec une précision rythmique. Ses petits yeux perçants scrutent sans cesse les alentours, détectant les changements de vent, le scintillement des icebergs au loin et la faible lueur du littoral à des milliers de kilomètres au sud. L'océan Pacifique s'étend à perte de vue sous leurs pieds. Il n'y a pas de terre où se reposer, il n'y a pas d'entrée pour faire une pause, seulement le ciel et la mer. Malgré tout, le troupeau conserve sa cohésion. La communication est silencieuse, subtile. Un front orageux se profile à l'horizon. Les courlis inclinent légèrement leur vol, fendant les courants, ajustant leur altitude, leurs ailes tremblant sous la force du vent. L'instinct les guide. La navigation repose sur une combinaison des champs magnétiques terrestres, des signaux célestes et d'une mémoire précise. La nuit tombe sur l'océan. Les courlis poursuivent leur vol, leurs ailes fendant l'obscurité, leurs muscles puisant dans leurs réserves de graisse pour les maintenir en mouvement. Leur sommeil est minimal, ne durant que quelques secondes, entrecoupé de brefs repos en vol.
Les jeunes suivent leur instinct. Les adultes mènent la danse. Ils veillent à ce que les jeunes oiseaux maintiennent la formation. Les semaines passent. Les oiseaux parcourent des milliers de kilomètres sans toucher terre. Les nuages s'amoncellent. La pluie tombe à torrents et le vent souffle sans relâche. Certains s'épuisent, tombent à la mer ou deviennent la proie des rapaces lors de leurs rares escales. Pourtant, la plupart persévèrent. Finalement, une lueur de terre apparaît au loin. À l'horizon se dessinent les zones humides tempérées de Nouvelle-Zélande, une mosaïque d'estuaires, de lagunes et de marais. Fatigués mais résolus, les courlis descendent, leurs ailes tremblant après des milliers de kilomètres de vol inlassable. Le premier contact de la boue humide sous leurs pieds est un soulagement. Leurs becs sondent à nouveau le sol, en extrayant les riches invertébrés qui leur permettront de reprendre des forces. Ils se lissent les plumes, humides et ébouriffées, leurs ailes se repliant délicatement contre leur corps. L'épuisement est total. Mais leur arrivée annonce la prochaine étape de leur vie. Reproduction. Les mâles effectuent des parades nuptiales, déployant leurs ailes et poussant des cris à travers les zones humides pour marquer leur territoire. Les femelles répondent par des mouvements et des cris subtils, évaluant les partenaires potentiels. Lorsqu'un partenaire est trouvé, elles déposent soigneusement leurs œufs dans des sillons peu profonds. Il est pressé dans des touffes d'herbe ou de boue surélevées, parfaitement camouflé dans le paysage tacheté. Mais le danger n'est jamais loin. Les goélands patrouillent la côte à basse altitude, tandis que les labs approchent depuis la toundra. À la première ombre, le courlis mâle s'envole en déployant son plumage, en poussant des cris perçants et en battant des ailes directement sur l'intrus. De cette manière, certaines attaques sont déjouées. Les vols de leurre attirent les prédateurs loin du nid. Les simulations de blessures permettent à la femelle de se dissimuler un instant au sol, invisible parmi les pierres, mais la nature est implacable. Les jours de disette, le lab plonge avec une rapidité et une précision excessives. Un bref battement d'ailes et des cris suffisent à lui voler un œuf. Les deux parents se relaient pour couver. Elles tournent en rond avec précaution, déposant leur corps chaud sur les œufs tout en scrutant constamment le moindre mouvement. Un renard zigzagant entre les roseaux, un lièvre arctique trop près ou une corneille planant à proximité. Les bécassos restent aux aguets. Le moindre bruit de pas au loin les met en alerte. Les poussins, tout juste éclos, sont de minuscules créatures tachetées qui sèchent en quelques secondes et sont déjà capables de courir. Ils suivent leurs parents à travers les roseaux, picorant instinctivement les insectes et les jeunes pousses. Lorsqu'un poussin s'immobilise soudainement, ses parents réagissent les premiers, ailes déployées, des voix aiguës, faire fuir les petits prédateurs, les attirer dans une course-poursuite qu'ils ne peuvent gagner. Cependant, certains dangers rôdent. L'attaque soudaine d'un chasseur, un serpent qui se glisse dans l'herbe, une embuscade que même les plus vigilants ne peuvent prévoir. En quelques semaines, les poussins deviennent plus forts. Leurs plumes s'alignent pour améliorer leur aérodynamisme et leurs pattes s'allongent. Ils doivent être prêts pour le voyage de retour quelques mois seulement après leur naissance. Pour les jeunes, la première migration vers le sud est une épreuve initiatique. Aucun parent ne les guide, c'est l'instinct qui les préside. Ils apprennent à interpréter la géométrie du ciel, à s'orienter selon l'angle des étoiles par les nuits fraîches, en suivant les champs magnétiques qui attirent leur sens vers le sud. Certains vacillent, déviant dans les tempêtes ou perdant de l'altitude en pleine mer. Les prédateurs attaquent lorsqu'ils sont épuisés, les faucons pèlerins sur les falaises, les goélands plus gros dans leur zone de repos et même les hiboux opportunistes la nuit. Cependant, nombreux sont ceux qui y parviennent, ajustant leur cap à chaque heure qui passe, apprenant les subtiles variations du vent et des nuages. Pour l'espèce, la persistance assure la continuité génétique. Lorsque le troupeau se pose à nouveau dans la toundra arctique, son voyage est terminé. Cependant, à des kilomètres au sud, un autre voyage a commencé. Le soleil subantarctique se lève lentement sur une plage désolée et balayée par les vents, brillant sur le sable mouillé et les bassins de marées glacées.
D'énormes formes s'agitent dans la brume qui précède l'aube. Les éléphantes de mer femelles s'élèvent péniblement du rivage, leur peau brun argenté luisant dans l'eau salée. Leurs nageoires traînent sur le sable, y laissant de profonds sillons, tandis qu'elles se regroupent en harems serrés les uns contre les autres. Autour d'eux, les mâles, immenses et imposants, laissaient échapper des rugissements rauques et résonnants. Leurs coups sont gonflés de sang et d'adrénaline, tandis qu'ils patrouillent leur territoire et affirment leur domination. La plage vibre du doux murmure de la vie, accentué par le claquement occasionnel d'une nageoire ou le fracas d'une vague contre un rocher. Durant ces premières heures, les hiérarchies sociales s'établissent et se maintiennent. Un mâle dominant dresse sa tête massive, dents découvertes et yeux luisants, et pousse un rugissement qui résonne dans toute la colonie. Les mâles subordonnés se cachent en périphérie, craignant l'affrontement. Les femelles répondent par des cris doux et nasillards. Ils s'organisent autour des mâles les plus forts. Les nouveau-nés piaillent et rampent parmi les adultes, cherchant du lait, leurs petites nageoires s'agitant frénétiquement dans le sable. L'allaitement est une nécessité constante. Chaque femelle doit nourrir ses petits et préparer son corps au retour à la mer. Lorsque la marée se retire et que la lumière du jour se répand dans toute la colonie, l'attention des femelles se déplace. Un à un, ils glissent vers les vagues. Des corps élancés se meuvent avec une grâce surprenante. Sous les vagues, un microcosme de survie se déploie. Les éléphants de mer nagent sans relâche pendant des jours, plongeant à des centaines de mètres de profondeur dans des eaux quasi glaciales à la recherche de calmars, de poissons et de crustacés. Ses yeux s'adaptent aux profondeurs bleutées et pâles. Les pupilles se dilatent pour capter le moindre éclat de proie. Les muscles se contractent par pulsations lentes et efficaces, économisant l'oxygène, tandis que les poumons énormes stockent l'air, permettant des plongées de plus de 20 minutes. Chaque remontée est maîtrisée, la surface n'étant émergée que le temps d'expirer et d'inspirer. Les museaux barbus des phoques brillent tandis qu'ils explorent l'horizon infini. La communication sociale persiste même en mer. Des vocalisations graves et profondes résonnent dans l'eau, un dialogue semblable à un sonar qui assure la cohésion et définit les limites spatiales. Les femelles peuvent parcourir des centaines de kilomètres, suivant les courants océaniques pour atteindre des zones d'alimentation abondantes. Bien que moins fréquemment observés en mer, les taureaux traversent ces eaux pour reprendre des forces. Les semaines passent au-dessus de l'océan. Sous eux, la colonne d'eau s'étend comme un labyrinthe mouvant, tissé de courants, de variations de température et d'organismes dérivants. Ils descendent à des centaines de mètres, leurs poumons se comprimant et leur sang étant détourné vers leurs organes vitaux tandis qu'ils disparaissent dans l'inconnu. Ils peuvent le faire pendant des minutes, parfois plus d'une heure. Mais des prédateurs patrouillent également ces mêmes profondeurs. Les grands requins blancs rôdent aux abords des plateaux continentaux. Leur nageoire fend la surface à des kilomètres de distance, captant la lumière avant de disparaître à nouveau. Les sens du requin sont aiguisés pour percevoir les faibles champs électriques et les remous turbulents qui trahissent le passage d'un phoque. Les phoques, cependant, ne sont pas des animaux errants sans défense. Leur taille imposante, leur agilité remarquable et leur plongée coordonnée réduisent leur vulnérabilité. Les mâles plus âgés mémorisent les zones dangereuses et adaptent leurs trajectoires en fonction des variations subtiles de profondeur. Les femelles se déplacent le long des thermoclines, où le son se disperse, rendant les embuscades difficiles. À l'approche du danger, le rythme cardiaque du phoque diminue encore davantage. Les muscles se raidissent en préparation. Un simple mouvement des nageoires postérieures suffit à le faire partir en spirale sur le côté. Cela perturbe souvent le rythme de déplacement du requin. Lorsqu'il part chasser, le phoque glisse vers l'avant, ses vibrisses vibrant de signaux hydrodynamiques, détectant les moindres perturbations de l'eau causées par un calmar nageur. Ici, la lumière de la lune ou des étoiles pénètre à peine. Cependant, les yeux immenses du phoque captent le moindre photon. Un infime mouvement est perçu. Soudain, un calmar se précipite en avant, inconscient. Le corps du phoque se tend et, dans un bref éclair de vitesse, il ouvre ses mâchoires juste assez. Un coup de nageoire, un micro-ajustement de l'angle, et le phoque attrape sa proie. La capture est nette. Un bref claquement, les tentacules du calmar se tordent tandis que le phoque l'enfonce plus profondément dans sa gueule avec sa langue avant de l'avaler tout entier.
Chaque prise alimente la prochaine étape du long et sinueux voyage à travers le Pacifique. Ils atteignent finalement les plages de reproduction. Ici, le temps est crucial. Les mâles arrivent les premiers, conquérant les territoires grâce à leur voix puissante et à leur taille imposante. Les mâles rivaux s'affrontent dans des démonstrations de force spectaculaires, leurs corps massifs se heurtant dans un grondement tonitruant et le sable jaillissant sous leurs coups. Ces compétitions déterminent le harem, le droit de s'accoupler avec des dizaines de femelles rassemblées le long du rivage. Les femelles reviennent peu après, portant le poids de mois passés en mer. Les petits naissent en succession rapide, minuscules boules frétillantes, sans défense mais instinctivement conscientes. Les mères les allaitent d'un lait riche et onctueux, et les petits grandissent à une vitesse étonnante. La plage devient un théâtre de vie. Des bagarres entre chiots, manifestations de dominance chez les mâles, les doux appels des femelles pour se coordonner avec leurs petits. Pendant ce temps, des prédateurs rôdent au loin. Le long de la ligne de déferlement, des grands requins blancs nagent juste au-delà des brisants. Sur la terre ferme, des goélands et des corbeaux opportunistes tournoient à l'affût de jeunes requins imprudents, tandis que des renards et des coyotes explorent les limites de la colonie, repérant les points faibles. Chaque changement de marée, chaque éclaboussure sur la côte comporte un risque. Cependant, la colonie réagit par une vigilance collective. Les mâles dominants donnent l'alerte, les femelles se placent entre les jeunes et les charognards, et le mouvement incessant des corps crée une barrière vivante contre les intrus. L'océan attend. Après plusieurs semaines passées dans les zones de reproduction, les femelles et les jeunes partent. Ils doivent maintenant regagner leur zone d'alimentation, située à des milliers de kilomètres. Les jeunes apprennent les courants, interprétant les signaux de l'eau et suivant des routes instinctives empruntées depuis des générations. Ce voyage exige endurance et sens de l'orientation. Les phoques nagent avec une économie de mouvement mesurée. Ils se laissent porter par les courants thermiques autant que possible, ajustant leur profondeur pour optimiser leur consommation d'oxygène et leur alimentation. Tout au long de ce périple, les aléas climatiques mettent leur survie à l'épreuve. Tempêtes, vagues déferlantes, icebergs aux dérives imprévisibles et fluctuations des populations de proies. Le corps des phoques réagit par des adaptations physiologiques. La bradycardie ralentit le rythme cardiaque pendant les plongées, redirigeant le sang vers les organes vitaux, et les importantes réserves d'oxygène dans les muscles permettent des plongées prolongées. Leur navigation précise les guide à travers de vastes étendues, grâce aux signes célestes, aux courants océaniques et aux signaux géomagnétiques qui les orientent. Les mâles retournent également à la mer après la saison de reproduction. Ils parcourent de grandes distances à la nage pour reconstituer leurs réserves corporelles et retrouver leur forme physique. Chaque kilogramme de graisse et de muscle est crucial pour les concours de reproduction de la saison suivante et pour survivre aux rudes hivers subantarctiques. L'apport énergétique est équilibré par l'effort physique. La chasse s'adapte à la disponibilité des proies. Les schémas de plongée sont adaptés à la profondeur et à la densité des bancs de calmar. Les interactions sociales sont réduites au minimum afin de préserver les forces. Les mois passent et le cycle se répète. Les femelles retournent se reposer avant la prochaine saison de reproduction. Les mâles reviennent se disputer les harems. Les petits grandissent et partent pour leur première migration afin de se nourrir. L'endurance, le sens du timing et la coordination sont essentiels pour tous les phoques, des nouveau-nés aux mâles dominants. À cet instant, la nuit tombe sur les plages de reproduction. Les rugissements résonnent dans l'arène. Les ailerons raclent les surfaces humides. Les dernières femelles glissent vers les vagues. L'océan se gonfle. Les phoques se déplacent comme une marée vivante. Pendant ce temps, très au nord, une autre odyssée remarquable est en train de se dérouler. Le soleil arctique se lève à peine au-dessus de l'horizon. Elle projette une lumière pâle sur les eaux glacées jonchées de glace dérivantes. Les baleines grises, Eschrichtius robustus, glissent sur l'étendue glacée, leur corps massif fendant la surface avec une grâce naturelle. Leur peau grise tachetée scintille de gouttelettes et des balanes s'accrochent à leurs flancs comme de minuscules sentinelles. Plus bas, le fond marin regorge de crustacés, d'amphipodes et de petites créatures benthiques. Par des mouvements lents et précis, les baleines plongent la tête sous l'eau, ramassant sédiments et proies dans leur gueule immense,
puis filtrant la nourriture à travers leurs fanons. Chaque bouchée est précise, un effort calculé pour extraire un maximum de nutriments tout en économisant son énergie. Les troupeaux migrateurs se déplacent avec une coordination fluide. Des cris graves résonnent dans les eaux glaciales, des vibrations qui se propagent d'une baleine à l'autre sur de vastes distances. Les baleineaux émergent, se roulant et sautant, s'entraînant à des sauts qui leur donneront la force nécessaire pour des mois de voyage. Le saut en formation permet d'apercevoir au loin des icebergs et des orques prédatrices. Les mères entourent leurs baleineaux, les guidant, les protégeant et leur apprenant tout. Les baleines se nourrissent sans cesse, accumulant des réserves d'énergie en prévision de leur long voyage vers le sud. Leurs muscles se développent. Leur couche de graisse s'épaissit, leur servant à la fois d'isolant et de combustible. Le temps est tout. Le départ ne peut être ni trop tôt pour ne pas manquer les meilleures occasions de se nourrir, ni trop tard, car cela réduirait la courte période de mise bas dans les lagunes de Basse-Californie. Une fois la décision prise, le troupeau entame sa migration épique. Le trajet vers le sud représente entre 8 000 et 11 000 km aller simple. Ils doivent suivre le contour de la côte nord-américaine. Elles tirent parti des courants, se déplacent dans les remous et comprennent instinctivement les vents et les marées. Les baleines sautent et plongent selon des rythmes précis, économisant leur énergie tout en communiquant par des pulsations semblables à des chants qui portent sur des kilomètres. Les baleineaux apprennent vite en imitant les adultes. Les prédateurs suivent le voyage. Les orques patrouillent les routes migratoires connues, veillant sur les baleineaux faibles ou isolés. Les baleines grises minimisent les risques grâce à la cohésion de leur groupe, leurs mouvements coordonnés et leur vigilance constante. Un léger changement de direction ou de comportement en surface suffit à leur éviter un prédateur tapi dans l'ombre. La conservation de l'énergie demeure fondamentale. Les plongées prolongées alternent avec de brèves excursions en surface afin d'optimiser l'utilisation de l'oxygène et de minimiser la résistance. Au fil des semaines, l'eau se réchauffe. Les forêts de varech et les zones côtières peu profondes offrent de courtes occasions de se nourrir, bien que l'alimentation soit secondaire par rapport à la migration. Les veaux acquièrent de l'expérience en naviguant dans les courants. Le banc adapte sa vitesse et sa formation en fonction des conditions météorologiques, de la disponibilité de nourriture et de la condition physique des plus jeunes. Une fois arrivés en Basse-Californie, ils pénètrent dans des lagunes protégées, aux eaux calmes et chaudes, à l'abri de l'immensité impitoyable du large. Les mères se préparent à l'accouchement. Les jeunes nés ici seront mieux protégés des prédateurs et profiteront d'eau plus calmes. La parade nuptiale commence par les mâles qui se pavanent avec des mouvements lents et ondulatoires, des coups de queue et des vocalises qui résonnent dans tout le lagon. Les femelles répondent par des postures subtiles. Ils sélectionnent des partenaires ayant démontré des compétences en navigation et une grande endurance. Les lagunes regorgent d'activités. Les jeunes animaux jouent, les adultes se reposent et les liens sociaux se renforcent. Les petits qui y naissent sont petits mais vigoureux. Les mères allaitent sans cesse, consacrant toute leur énergie à leur croissance rapide. L'apprentissage social commence très tôt. Les troupeaux font preuve de mouvements coordonnés même en eau peu profonde. Après des semaines de mise bas et de parade nuptiale, le troupeau se prépare pour le voyage de retour. Les adultes et les jeunes plus âgés entament leur migration vers le nord, parcourant de 8 000 à 11 000 km jusqu'à leur zone d'alimentation arctique. Chaque jour implique une gestion rigoureuse de l'énergie, rechercher délibérément de la nourriture lorsque l'occasion se présente, protéger les plus jeunes baleines. Les courants sont analysés, les conditions météorologiques anticipées et la cohésion sociale préservée. Les leçons tirées du voyage vers le sud se reflètent dans l'efficacité et l'endurance du voyage vers le nord. Les baleines grises accumulent de l'énergie pour les mois de jeûne liés à la reproduction et à la mise bas. Les zones d'alimentation arctique et subarctique leur fournissent de la nourriture, mais elles exposent aussi les baleines à des conditions extrêmes. Dans les lagunes de Basse-Californie, l'espèce concilie reproduction et sécurité, élevant la génération suivante tout en économisant son énergie pour le voyage de retour. Chaque baleine, de la matriarche la plus âgée au baleineau nouveau-né, contribue au succès du groupe. Les adultes enseignent, guident et protègent.
Les veaux observent, imitent et acquièrent progressivement leur indépendance. Alors que le soleil arctique se lève à nouveau sur les pâturages, les troupeaux reviennent de leur périple épique. Les jeunes ont grandi, les mères ont repris des forces et le cycle recommence. Chaque migration reconnecte les écosystèmes océaniques, redistribue les nutriments et renforce l'extraordinaire adaptation de l'espèce à une vie rythmée par le mouvement, des zones d'alimentation gelées aux lagunes réchauffées par le soleil. De la protection contre les prédateurs à l'élevage des veaux, le voyage de la baleine grise est tout simplement extraordinaire. Pendant ce temps, l'océan Pacifique scintille sous le soleil matinal. Les vagues s'écrasent contre les rivages rocheux où l'océan rencontre l'embouchure des fleuves. Ici se rassemblent les saumons Kinat, Ancorinchus chawicha. Leurs corps argentés reflètent les rayons du soleil tandis qu'ils perçoivent l'appel de leur rivière natale. La vie marine s'estompe derrière eux. L'immensité de l'eau regorge de plancton, de petits poissons et de prédateurs. Plus loin, on trouve de l'eau douce, un labyrinthe de rapides, de chutes d'eau et de dangers tapis dans l'ombre. L'instinct les pousse en avant. Les saumons bondissent dans la rivière. L'eau bouillonne et écume, formant un remous blanc contre lequel les poissons doivent lutter. Leurs écailles luisent comme une armure dans la lumière du matin. Chaque coup de nageoire est un combat contre la force implacable de la gravité et du courant. Des ours, des aigles et des loutres attendent patiemment sur les berges, des yeux perçants, griffes et griffes prêtes. Cependant, la force et l'endurance du saumon lui donnent une chance de s'en sortir. Il bondit, franchissant les cascades en de larges arcs de cercle, le museau en avant, la queue propulsant son corps avec une énergie explosive. Chaque bond consomme une énergie précieuse. L'épuisement ou une erreur de calcul signifie être capturé ou ramené vers des eaux plus calmes. Plusieurs affluents se ramifient le long du canal principal, chacun étant un labyrinthe d'obstacles. Le saumon se repère à l'instinct. Son odorat le guide vers son lit. Chaque remous, chaque méandre lui est familier, comme inscrit au plus profond de son cerveau. Ses muscles brûlent, son cœur s'emballe, ses branchies se dilatent sous l'effet de l'oxygène, chaque battement étant synchronisé avec le rythme du fleuve. Il se frayait un chemin à travers d'étroits canaux, s'écraser contre des rochers et des dénivellations peu profondes. Des corps marqués par le frottement contre des surfaces abrasives. Le voyage est pénible mais implacable. L'instinct de procréer l'emporte sur la douleur, la fatigue et la menace. Les aigles fondent silencieusement sur les poissons, les saisissant en plein vol, tandis que les ours plongent dans les eaux tumultueuses, attaquant de leurs griffes les saumons qui se débattent. À mesure que les saumons Chinook remontent le fleuve, celui-ci se transforme en une mer de prédateurs tapis dans l'ombre à chaque méandre. Le long des troncs d'arbres tombés, des loutres de rivière glissent dans et hors des remous. Ils interceptent les saumons plus petits d'une morsure fulgurante. Dans les fosses plus profondes, phoques et otaries remontent le fleuve depuis l'estuaire, surgissant soudainement dans le courant agité, leurs mâchoires se refermant sur des poissons affaiblis par des kilomètres d'efforts. Même les loups patrouillent les berges de gravier. Ils guettent l'instant où un saumon épuisé s'échoue sur le rivage et saisissent l'occasion avec une précision chirurgicale. Mais la migration se poursuit. Chaque prédateur teste le poisson de différentes manières. Attaques aériennes, embuscades sur la plage et poursuites sous-marines. Le corps des Chinooks est meurtri, il leur manque des écailles, leurs nageoires sont brisées, mais ils continuent d'avancer. La rivière se rétrécit, les courants se renforcent, les prédateurs pullulent aux abords. Seuls les poissons les plus agiles, les plus forts et les plus résistants atteignent les parties supérieures du fleuve. À ce moment-là, leur corps a changé. Les mâchoires sont maintenant verrouillées. La couleur s'est assombrie. Tout cela indique que le poisson est prêt à frayer. L'énergie s'épuise. Cependant, un dernier élan de vitalité les pousse vers des frayères peu profondes. Ici, les mâles se disputent férocement l'accès aux femelles. Ils s'affrontent à coups de tête, de corps et d'ailes. Les mâles dominants protègent leur harem, repoussant leurs rivaux vers l'aval ou dans les eaux peu profondes. Les femelles creusent des nids, de petites dépressions dans le gravier où seront déposés les œufs. La ponte est un balai chaotique et violent. Les mâles s'approchent, se serrent les uns contre les autres et déposent leur lait sur les œufs à l'unisson. Certains échouent, chassés par des rivaux plus forts. D'autres réussissent. Une fois la ponte terminée et leur réserve d'énergie épuisée,
la plupart des saumons quina périssent. Leurs corps servent de nourriture aux ours, aux aigles et aux charognards. Les anciens lits de gravier stériles grouillent désormais de vie microscopique. Les nutriments issus de la décomposition des adultes se mêlent au courant froid, favorisant la prolifération d'algues qui, à leur tour, nourrissent des essaims d'invertébrés aquatiques. Des larves d'éphémères s'accrochent aux pierres. Les larves de trichoptères dérivent dans des capsules de soie. De petits crustacés se déplacent dans les eaux peu profondes, tels un brouillard vivant. Dans cette nurserie riche en nutriments, les jeunes saumons quina émergent, pas plus gros qu'un doigt, avec un corps translucide. Guidés par leur instinct, ils font surface depuis le gravier, prennent leur première respiration et s'orientent face au courant. Ils commencent à se nourrir immédiatement, mordre les insectes qui dérivent, micro-crustacés brouteurs, apprendre à se déplacer parmi les rochers pour éviter les prédateurs. Chaque jour est une leçon et un défi. Les truites traquent les profondeurs, les cincles plongeurs chassent dans les rapides et les visons patrouillent les berges. Pourtant, les juvéniles les plus robustes s'adaptent rapidement, s'engraissant au printemps et se préparant à la prochaine grande transition. Au fil des mois, les alevins se transforment en mulets. Leur corps passe d'un camouflage tacheté d'eau douce à un argent brillant. C'est un signe de préparation pour la descente de la rivière. Ils synchronisent leur descente avec la fonte des neiges et les crues printanières, laissant le fleuve gonflé les emporter à travers les rapides, au-delà des embâcles et dans des chenaux toujours plus larges où les hérons attaquent les retardataires et où les martins pêcheurs plongent avec une précision étonnante. Beaucoup ne survivront pas à cette épreuve. De nouveaux dangers apparaissent dans l'estuaire. Les phoques communs tournoient comme des ombres sous la surface, les goélands crient au-dessus de nos têtes et les variations de salinité mettent à l'épreuve la physiologie en constante évolution de leur organisme. Ceux qui s'adaptent rapidement glissent vers le large, disparaissant dans les eaux froides et riches du Pacifique. Leurs années en mer font d'eux des géants. Le saumon quina grandit plus vite et est plus gros que la plupart de ses congénères. Il se nourrit de harengs, de calmars et de krill dans les zones de remontée d'eau où les courants riches en nutriments atteignent la surface. De là, il migre sur des milliers de kilomètres le long des plateaux continentaux. Ils s'orientent grâce à de faibles signatures magnétiques imprimées sur leurs os depuis leur naissance. Les prédateurs les traquent avec la même ferveur, les orques percent les bancs de poissons d'attaque précises, les otaries guettent par en dessous et les requins patrouillent les chenaux profonds. Pourtant, les survivants continuent de grandir, atteignant des longueurs de plus d'1 mètre et des poids dépassant les 20 kg. Les muscles s'épaississent, les écailles durcissent. Une fois adultes, après 3 à 5 ans, l'appel ancestral du retour se fait sentir en eux. De subtiles variations de la température de l'océan, des signaux magnétiques et des traces chimiques de leur rivière natale convergent comme une carte qu'eux seuls peuvent déchiffrer. Un à un, ils entrent et se rassemblent sur des bancs dispersés. Ils suivent le talus continental jusqu'à l'embouchure du fleuve. Leur corps commence à se transformer à nouveau. Les mâles développent des mâchoires crochues et une coloration rouge éclatante. Les femelles se retrouvent alors remplies de milliers d'œufs. Elles cessent de s'alimenter. Chaque calorie restante contribue à l'élan ascendant. Ils retourneront au même lit de gravier d'où ils ont émergé. Et c'est là qu'ils trouveront la mort. Une nouvelle génération prendra leur place. Des eaux tumultueuses du Pacifique aux puissants fleuves d'Amérique du Nord, des eaux peu profondes grouillant de prédateurs aux bancs de gravier sculptés par la reproduction. Le voyage du saumon chinook est véritablement épique, épuisant et essentiel. Pendant ce temps, à des kilomètres de là, l'océan scintille sous le soleil levant. C'est une mosaïque turquoise et bleu foncé. Une tortue kawan, caretta caretta, glisse juste sous la surface, sa carapace luisante et ses nageoires fendant l'eau avec des mouvements gracieux et mesurés. Des méduses flottent nonchalamment à proximité, indifférentes aux prédateurs qui guettent les courants. D'un geste brusque, la tortue referme sa puissante mâchoire sur une proie gélatineuse, avalée avec précaution. Ses grands yeux ambrés scrutent les alentours. L'océan est immense, mais des champs magnétiques et des signaux chimiques guident chacun de ses mouvements avec une précision infaillible. La remontée à la surface est brève. Les poumons se gonflent dans un sifflement avant que la tortue ne replonge.
son corps fuselé et ses muscles tendus sous sa carapace. Les mois passés en mer sont rythmés par les repas, le repos et la navigation. Les courants sont utilisés pour économiser l'énergie et les plongées profondes permettent une chasse efficace. Tandis qu'ils chassent seuls parmi les récifs et les herbiers marins, leurs silhouettes se découpent sur les colonnes de lumière changeantes, attirant l'attention des prédateurs. Les requins-tigres approchent par en dessous. Leurs mouvements sont presque imperceptibles jusqu'à l'attaque finale. Les tortues caouanes adultes contre-attaquent par des accélérations soudaines. Les puissants mouvements de leurs nageoires antérieures et leurs virages serrés contraignent les requins à perdre leur élan. Leur carapace épaisse et blindée leur sert de bouclier, leur permettant de pivoter latéralement et réduisant ainsi le risque d'une morsure nette. Pour chasser les crustacés et les méduses, les tortues caouanes plongent plus profondément. Elles glissent dans le silence bleu-vert pâle où se brouillent les silhouettes des requins et où les tortues utilisent le fond de l'océan comme camouflage, accroupies contre le sable ou cachées dans des affleurements rocheux épars jusqu'à ce que le danger soit passé. Bien que n'étant pas de véritables prédateurs des grandes tortues, les dauphins les testent par curiosité. Leurs groupes se déplacent autour de la tortue caouane comme des arcs argentés. À ces instants, la tortue maintient son cap, glissant lentement et avec assurance, évitant tout mouvement brusque qui pourrait provoquer du harcèlement. Les jeunes tortues caouanes, elles, sont confrontées à une réalité bien plus dure. Dorades, coryphènes, mérous et poissons plus gros les traquent en pleine mer. Seules les plus agiles atteignent la sécurité des tapis de sargasses dérivants où elles peuvent se cacher parmi les feuilles dorées enchevêtrées. Au fil des saisons, guidées par leur instinct, les tortues nagent vers leur plage natale, à des milliers de kilomètres de là. Les océans subtropicaux disparaissent derrière eux, laissant place à des eaux côtières peu profondes. Des plages de sable fin apparaissent au loin. Chaque femme se souvient de la plage où elle est née il y a des décennies. Les vagues s'écrasent sur le rivage, mais la tortue poursuit son chemin, traînant son corps massif sur le sable. Chaque nageoire creuse des sillons, l'ancrant au sol en prévision de la tâche laborieuse de la ponte. Faire son nid est un travail de longue haleine. Son corps frémit à chaque mouvement. La queue et les nageoires postérieures forment une cavité dans laquelle reposeront des dizaines d'œufs. La vigilance est primordiale. Des prédateurs rôdent. Les crabes, les ratons laveurs et même les oiseaux opportunistes sont à l'affût du moindre faux pas. Une fois le nid terminé, il est soigneusement camouflé avec du sable, dissimulant l'avenir des petits sous d'épaisses couches de chaleur et de protection. La mère retourne à la mer, portant les cicatrices et les souvenirs de son long voyage. Des mois plus tard, les jeunes émergent. Minuscules, à la carapace molle et instinctive, elles se précipitent vers les vagues, remuant le sable de leurs nageoires et laissant de délicates traces. Le clair de lune se reflète sur leur carapace tandis qu'elles naviguent, guidées par de subtils signaux visuels et magnétiques vers le large. Les crabes mordent les retardataires. Les goélands volent en cercles à la recherche de proies faciles. Cependant, la plupart atteignent l'eau, poussés par la nécessité évolutive. Désormais, les courants les guident. Les juvéniles passeront des années en zone pélagique, grandissant, se nourrissant, évitant les prédateurs et se fortifiant progressivement en vue de leur future migration. En mer, le nourrissage est incessant. Tout au long de leur migration océanique, les tortues caouanes suivent les courants riches en nutriments, parfois en suivant des bancs de poissons et en ajustant leur profondeur pour optimiser leur alimentation. L'orientation magnétique les guide sur des milliers de kilomètres. Leur organisme réagit à de subtils signaux géomagnétiques, aux marées et aux gradients chimiques. Les interactions sociales sont brèves. Elles évitent la compétition, recherchent des partenaires et négocient des territoires. La conservation de l'énergie est cruciale. Un seul faux pas peut leur coûter la survie dans ce vaste environnement infesté de prédateurs. Au fil des années, ces tortues entreprennent des migrations répétées. Les adultes se souviennent de leur plage natale. Les juvéniles développent progressivement des itinéraires instinctifs, reconstituant la vaste géographie de leur monde océanique grâce à un mélange d'empreintes magnétiques, de gradients de température et des faibles signatures chimiques véhiculées par les courants profonds. En grandissant, leurs chemins errants commencent à se transformer en trajectoires guidées par un but.
Ces routes les mènent à travers les plateaux continentaux, les gyres chauds, et enfin jusqu'aux zones d'alimentation qui leur assureront survie jusqu'à l'âge adulte. Les années s'écoulent au fil de cet apprentissage au gré des courants. Chaque saison enrichit leur expérience. La reproduction n'a lieu que tous les quelques années. Ce rythme se synchronise avec des signaux environnementaux qui optimisent la survie de la progéniture. L'élévation de la température de l'eau en surface signale une productivité accrue. Les phases lunaires éclairent les nuits optimales pour la nidification et les variations des courants apportent des nutriments qui renforcent les mâles et les femelles. Le moment venu, les femelles retournent sur les mêmes plages où elles sont nées. Les mâles rejoignent la haute mer en groupes dispersés. Et la parade nuptiale se déroule en eau peu profonde par des mouvements circulaires doux, des caresses et une nage synchronisée. Chaque cycle complet assure à la génération suivante les meilleures chances de survie. Conditions de prédation à chaque étape. Sur les plages, les œufs et les nouveau-nés sont menacés par les crabes, les ratons laveurs et les goélands. En haute mer, les requins patrouillent silencieusement, guettant la moindre erreur. Même l'homme, avec ses filets, la pollution et la destruction des habitats, introduit des dangers invisibles. Cependant, les tortues kaouanes persistent. Une fois adultes, les tortues kaouanes sont des navigatrices expertes. Leurs nageoires les propulsent sur des milliers de kilomètres. Leurs sens sont sensibles à de subtils signaux magnétiques. Leurs yeux scrutent les prédateurs et les proies. Les femelles qui viennent pondre effectuent des excursions précises et énergivores jusqu'à la plage. Les juvéniles grandissent en pleine mer. Alors que le soleil se couche à l'horizon, un adulte solitaire glisse sur les eaux calmes. Pendant ce temps, les eaux au large des côtes européennes scintillent d'une lumière changeante. La lumière du soleil se fragmente en ondulant, projeter des motifs mouchetés sur le sable et la pierre en contrebas. Une seiche commune, Sepia officinalis, glisse sur le fond marin. Ses nageoires ondulent d'un rythme hypnotique. Son corps scintille, arborant des teintes allant du brun moucheté aux reflets verts irisés et au blanc pâle, se fondant harmonieusement parmi les galets, les algues et les débris marins. De grands yeux intelligents scrutent le terrain à la recherche de crevettes et de crabes. Ses tentacules délicats sont prêts à frapper avec précision. D'un jet d'eau soudain, la seiche se propulse, enserrant un crabe imprudent dans ses tentacules. Son bec perce l'exosquelette du crabe et la proie est rapidement maîtrisée. Les muscles se contractent sous une peau lisse, semblable à celle d'un caméléon. Non loin de là, une autre seiche imite les motifs du sable baigné de soleil, s'approchant d'un petit bosquet d'herbiers marins. Sa peau ondule de rayures et de taches dynamiques, un langage visuel que seuls ses congénères comprennent. Pendant la chasse, les seiches sont solitaires, mais d'une vigilance extrême. De petits poissons volent à proximité, rasant le fond marin, tandis que les crabes restent immobiles, percevant les faibles ondulations de l'eau provoquées par le prédateur. Ce camouflage est à la fois offensif et défensif. En quelques secondes, un prédateur peut disparaître dans le fond marin en mouvement. Avec l'arrivée de l'été, la température de l'eau augmente. C'est le signal pour rejoindre les frayères peu profondes et abritées. Les seiches, petites mais agiles, se déplacent dans les chenaux sableux et les récifs rocheux, évitant les poissons prédateurs et les céphalopodes plus grands. Les mâles se disputent le territoire et l'accès aux femelles. Ils utilisent des présentoirs étonnamment sophistiqués. Les bras sont tendus, la peau palpite au rythme de mouvements alternés et des postures subtiles expriment la dominance. Les mâles rivaux s'approchent avec prudence, chacun évaluant la posture de l'autre, craignant une confrontation physique qui pourrait entraîner des blessures graves. La ponte commence dans des lieux soigneusement choisis. On la trouve généralement sous les surplombs, au milieu d'épais amas d'algues ou dans les anfractuosités entre les rochers. La femelle pond des grappes d'œufs, chacun délicatement fixé à des pierres ou à des algues. Les mâles protègent les femelles en changeant rapidement de couleur et en déployant leurs bras pour dissuader les rivaux. Certains hommes emploient des tactiques furtives. Elles imitent les comportements des femelles pour échapper aux mâles dominants et féconder les œufs sans être vus. Protégés dans des anfractuosités cachées, les œufs incubent pendant des semaines, profitant de la douce chaleur de l'eau et des nutriments apportés par les marées. La prédation ne s'arrête jamais. De plus gros poissons,
des pieuvres et des oiseaux marins chassent dans ces eaux, dérivant au gré des faibles courants côtiers tels des ombres dentelées. La seiche les repère avant même qu'ils n'apparaissent. Les vagues de pression effleurent sa peau sensible. De faibles signatures électriques résonnent dans l'eau. Instantanément, son corps se métamorphose. Les pigments de sa peau s'animent, des milliers de chromatophores se dilatent et se contractent, transformant la seiche en rocher, en algues dérivantes ou en une tache fantomatique indiscernable du sable. Lorsque le camouflage seul ne suffit plus, un jet d'encre est libéré. Un nuage sombre tourbillonne, dessinant la silhouette parfaite de son propre corps. Tandis que le prédateur se jette sur l'appât, la seiche se rétracte brusquement grâce à sa propulsion par jet d'eau, disparaissant dans l'obscurité comme engloutie par la mer. Même pendant sa fuite, les motifs sur sa peau ondulent en flashs contrôlés de rayures et de points stroboscopiques. Ces signaux visent à désorienter aussi bien le chasseur que la proie. Ces illusions mouvantes créent des contours trompeurs et des formes changeantes qui brisent la silhouette de l'animal, permettant de gagner de précieuses secondes. Mais la gestion de l'énergie est primordiale. Chaque évasion, chaque accélération, chaque éclair de couleur épuise les réserves. La chasse est donc un art mesuré. La seiche flotte immobile, ses bras dressés verticalement comme des fleurs délicates, calculant le moment parfait avant d'attaquer un crabe ou une crevette rampante. Une attaque ratée est un gaspillage d'énergie et risque d'être découverte. Mais celle qui réussit fournit de la nourriture. Durant la migration et la période de reproduction, les seiches font preuve d'une intelligence remarquable. Leur navigation repose sur une combinaison de mémoire, d'indices environnementaux et de repères visuels. Elles tirent parti des courants et des marées pour économiser leur énergie. Les interactions sociales, subtiles mais très complexes, déterminent le succès de l'accouplement. Chaque seiche joue un rôle essentiel dans la survie de l'espèce, en assurant son alimentation, en échappant aux prédateurs et en se reproduisant, le tout durant une courte période saisonnière. Les jeunes éclosent à une vitesse étonnante. De minuscules versions des adultes émergent des oviductes. Ils présentent déjà les remarquables capacités de camouflage et les motifs cutanés de leurs parents. En quelques heures, ils se mettent à chasser, à la recherche de proies planctoniques. La mortalité est élevée. Seuls les plus vigilants et les plus agiles survivent jusqu'à l'âge adulte. Ceux-ci perpétuent les mêmes cycles migratoires et reproductifs, assurant ainsi la continuité des générations à travers les eaux côtières peu profondes d'Europe. Les seiches commencent par scruter les fonds marins. Ils adaptent leur coloration à leur environnement, déploient leurs tentacules à une vitesse fulgurante et attaquent avant que leur proie ne puisse s'échapper. L'ondulation de leur peau, le léger frémissement d'un œil et le battement de leurs nageoires contribuent à tromper, hypnotiser ou capturer leur proie. Même manger peut être un moment social. Les mâles et les femelles recherchent leur nourriture à proximité les uns des autres. L'évitement des prédateurs est constant. Le marquage rapide du dos par de l'encre, les changements soudains de direction et les modifications instantanées du camouflage permettent à la seiche de survivre dans des eaux grouillant de poissons, de pieuvres et de crustacés affamés. La peau peut passer de tons sableux à des rayures ou des taches aux reflets éclatants. Les jets d'eau permettent des accélérations fulgurantes, tandis que les motifs complexes de la peau sèment la confusion et l'hésitation chez les prédateurs. La survie est un exercice d'équilibre constant entre agressivité, prudence et timing parfait. À la fin de la saison, les eaux peu profondes retrouvent leur calme. Les seiches adultes se retirent dans des zones plus profondes. Les jeunes joueurs grandissent. Les fonds marins, jonchés de cachets, se préparent à accueillir la prochaine génération. Les courants transportent les descendants vers de nouveaux territoires, assurant ainsi le flux génétique entre les populations. Le cycle va se répéter. Pendant ce temps, le sol forestier de l'île Christmas tremble sous l'effet du mouvement. Les coquilles rouges rouillent, luisent sous la lumière tachetée du soleil. Des millions de crabes rouges, Gecarchoidea natalis, sortent de leurs terriers. Les feuilles craquent sous leurs pinces. La terre humide crisse sous leurs pas. L'odeur de l'océan, portée par l'air humide, arrive vers l'intérieur des terres, annonçant le début de la grande migration. Chaque crabe marque une pause. Les antennes se déplacent, détectant les signaux chimiques et les vibrations subtiles du sol forestier.
Puis, comme sur commande, l'essaim avance en une marée vivante et écarlate qui s'étend à perte de vue. Des griffes agrippent les racines et les troncs abattus. Des pattes se faufilent sur les pentes abruptes et dans les crevasses étroites. La forêt est à la fois une autoroute et un parcours d'obstacles. Les jeunes restent proches des adultes. Parcours d'apprentissage. Moment. Le rythme des migrations. Les prédateurs, tels que les oiseaux et les varans, guettent avec attention, à l'affût des plus lents ou des plus distraits. Mais le nombre impressionnant de crabes leur confère une protection absolue. Un seul faux pas est sans conséquence. L'essaim avance inexorablement, imperturbable. À mesure que les crabes approchent du rivage, la forêt laisse place au sable nu. Les vagues caressent paresseusement le rivage, formant de l'écume sur les bords. Les femelles marquent une pause, choisissant les meilleurs endroits pour pondre leurs œufs, creusant des terriers dans le sable humide à l'aide de leurs puissantes griffes. Les mâles les protègent, attaquant leurs rivaux lors de combats brefs et violents pour affirmer leur dominance. Le timing est essentiel. De l'autre côté de cette marée de printemps, les prédateurs rôdent. Des grives guettent dans les branches, des anguilles au point de passage d'eau douce et des crabes d'espèces rivales traquent leurs points faibles, mais le nombre impressionnant de migrateurs estompe la vulnérabilité individuelle. La survie repose sur la force collective. À mesure que les crabes atteignent les terrasses côtières, le grondement de l'océan s'intensifie. Les femelles se rassemblent sur le rivage, synchronisant leur ponte avec le cycle lunaire. Les vagues ondulent sous elles tandis qu'elles déploient leur abdomen et libèrent des milliers d'œufs dans le ressac. La ponte jaillit comme un nuage vivant. Les embryons vibrants et tournoyants sont instantanément emportés par la marée montante. Cette explosion de vie synchronisée submerge les prédateurs tapis au large. Les poissons fondent en vagues frénétiques, s'emparant des œufs qui dérivent, tandis que les jeunes requins et des masses d'invertébrés filtreurs dévorent tout ce qu'ils peuvent. Cependant, la mer est si dense en poissons que même les chasseurs les plus affamés ne peuvent tout consommer. Les œufs qui s'échappent en pleine mer entament leur transformation. Des semaines s'écoulent tandis que les larves flottent dans des eaux bleues peu profondes. De minuscules corps translucides suspendus dans les courants comme des étoiles errantes. Ils se nourrissent de prolifération de plancton près des récifs coralliens. Des gerbes de copépodes et de phytoplancton alimentent leur croissance et chaque repas renforce leur corps et allonge leurs pattes. Mais l'océan est impitoyable. Les tentacules des méduses fendent l'eau, capturant des centaines de larves. Des bancs de petits poissons décrivent des motifs en spirale sous la surface. Elles s'emparent des petites formes. La grande majorité disparaît dans le ventre des prédateurs, nourrissant les plus grands habitants du récif. Cependant, suffisamment survivent pour assurer la pérennité de la lignée, muant par étapes jusqu'à ce que les larves fragiles se transforment en crabes miniatures. À présent, ils sont pigmentés, cuirassés et affamés. Lorsque les pluies reviennent des mois plus tard, ces jeunes poissons, fraîchement formés, dérivent au gré des courants côtiers jusqu'à l'île. Ils se dispersent sur le rivage en vagues scintillantes et grimpent instinctivement dans la forêt. Le voyage vers l'intérieur des terres reflète le départ de ses parents, mais en sens inverse, de la mer à la forêt. Ils se frayent un chemin à travers les herbes et la végétation basse pour s'orienter, puis descendent dans le sol riche en humus où leurs racines s'enfoncent profondément pour se protéger. C'est là qu'ils creusent leur premier terrier, de petites cavités rondes qui s'agrandiront avec l'âge et la force. La prédation continue de les suivre à la trace. Des oiseaux volent au-dessus de leur tête, des reptiles rôdent dans les sous-bois, et de plus gros crabes cherchent de la nourriture sans hésiter, mais ce sont des comportements perfectionnés au fil des générations qui les guident, leur enseignant la prudence, le sens des opportunités et l'importance de l'abri. De la forêt à la mer, de la mer à la forêt, le cycle se poursuit. Tout au long de leur migration, les crabes se nourrissent de manière opportuniste, consommant feuilles, fruits et débris organiques pour conserver l'énergie nécessaire. Chaque génération reproduit ce schéma ancestral. Des millions d'individus se déplacent à l'unisson, guidés uniquement par leur instinct. Les jeunes apprennent des adultes. Observer comment naviguer à travers les racines, éviter les trous, escalader des pentes abruptes. Les adultes communiquent avec leurs antennes, ajustant leur rythme et leur direction. Les interactions compétitives sont brèves mais intenses. Les crabes se disputent le territoire ou le droit de s'accoupler. Les prédateurs rythment chaque instant. Les oiseaux fondent des branches
et attaquent les crabes imprudents avec leurs serres. Les lézards filent à travers le terrain découvert, attrapant tout ce qu'ils peuvent. Cependant, la migration est inévitable. La densité des crabes leur permet de se protéger des prédateurs, une défense massive fondée sur le nombre et le temps. La ponte marque l'apogée de la migration. Les femelles s'enfouissent profondément, pressant leur ventre contre le sable humide pour y déposer des milliers d'œufs. Les mâles restent vigilants, repoussant leurs rivaux par des charges rapides et de puissants coups de griffes. Les vagues se lèvent périodiquement emportant certains nids, mais la synchronisation des pontes assure que de nombreux œufs soient transportés en toute sécurité par les courants. Ici, la stratégie de reproduction est confrontée à une pression environnementale. La ponte simultanée maximise les chances de survie. Les larves flottent dans l'océan pendant des semaines, emportées par les courants. Ils se nourrissent, grandissent et échappent aux prédateurs. Une lutte quotidienne pour la survie. Une fois suffisamment développés, ils retournent en forêt à l'état juvénile. Leur premier voyage vers l'intérieur des terres est périlleux. Les obstacles abondent. Des rochers aux troncs d'arbres tombés, tandis que les prédateurs rôdent. Mais ce sont leurs instincts qui les guident, des instincts ancrés depuis des générations. Ils grimpent, creusent et aménagent des terriers jusqu'à atteindre le sol forestier. Ceux qui n'y parviennent pas ne sont pas perdus. Les nutriments provenant des crabes morts enrichissent le sol. Les jeunes crabes observent les adultes, perfectionnant ainsi leur technique d'escalade et le choix de leurs itinéraires. Les adultes modulent le rythme en fonction des signaux environnementaux. Pluie, humidité, changement dans l'illumination lunaire. La communication est subtile, les antennes se touchent. De légères impulsions, signaux posturaux. Chaque mouvement contribue au rythme de la migration, un déplacement parfaitement orchestré sur un terrain accidenté. La nuit, la forêt semble silencieuse, mais les crabes sont toujours en mouvement. Des milliers de pattes rampent dans la litière de feuilles et seuls de légers cliquetis et grattements se font entendre. Certains s'arrêtent dans de petits terriers, se reposant tout en restant vigilants. Les antennes se déplacent avec fluidité, détectant les prédateurs ou les obstacles, lorsque les adultes retournent en forêt après la ponte. La génération suivante grandit dans des terriers juvéniles. Au fil des mois, ces jeunes crabes émergent. Ils se nourrissent de feuilles, de détritus et de petits invertébrés. Finalement, eux aussi entreprendront le périlleux voyage vers la mer, bouclant ainsi la boucle. Pendant ce temps, à l'aube, le brouillard enveloppe les rives des fleuves japonais. Les reflets argentés captent les premiers rayons du soleil. Les jeunes anguilles japonaises, Anguilla japonica, d'apparence cristalline et presque transparente, évoluent en eau peu profonde, leurs petites nageoires ondulant à chaque mouvement. Elles se déplacent en sautant sur les rochers, les branches mortes et les roseaux. L'instinct les guide vers le large. L'aube se lève doucement sur la rivière. Les jeunes se rassemblent sur les berges du ruisseau, leur corps à peine pigmentés, simples ombres de l'éclat argenté qu'ils arboreront un jour. Ils se meuvent avec une précision nerveuse, s'adaptant aux caprices de la rivière, tandis qu'ils se préparent pour la prochaine étape de leur voyage. Un grand héron bleu vole au-dessus d'eux. Sans prévenir, elle s'abat avec une précision terrifiante. L'eau jaillit autour d'elle. Les jeunes se dispersent, tournoyant en spirales instantanées, glissant avec agilité entre les roseaux et sous les pierres. L'un d'eux est capturé, pris dans le bec du héron, mais les autres détecter le danger grâce aux ondes de pression qui se propagent à la surface de leur peau, accélérer le processus avec une urgence renouvelée. Dans les eaux peu profondes, de petits poissons filent à toute vitesse parmi les civelles. De jeunes aillus scintillent en bancs épars et des vairons brillent comme des éclairs. De jeunes anguilles se déplacent parmi eux, partageant le même lit de la rivière. Ces poissons se nourrissent ouvertement d'insectes dérivant au fil de la dérive. Chaque jeune anguille suit des signes qu'on ne lui a jamais appris. Des traces chimiques tissées dans l'eau lui indiquent où l'eau douce cède la place à l'eau saumâtre. Des murmures magnétiques provenant du champ magnétique terrestre l'attirent vers l'aval, pointant vers la mer lointaine. Ils ajustent l'angle de leur corps, se penchant et se tournant pour profiter des micro-courants. Lorsque le lit de la rivière se déplace et que le limon trouble l'eau, ils escaladent les pierres glissantes avec une grâce serpentine, leur peau luisant dans la pénombre. L'instinct les pousse à éviter les eaux stagnantes où rôdent les prédateurs et à suivre les chenaux plus rapides.
Là-bas, s'échapper est plus facile. À l'approche de l'estuaire, le fleuve s'élargit et s'approfondit, imprégnant l'air d'une intense odeur de sel. Les jeunes perçoivent instantanément le changement. Leurs corps se tendent, leurs muscles se contractent. Le passage de l'eau douce à l'eau saumâtre est une épreuve que peu traverseront avec succès. Des prédateurs opportunistes se rassemblent ici. Les cormorans plongent dans l'eau tels des lances et de plus gros poissons se cachent à l'ombre des algues et des racines. Lorsque les cormorans plongent, les anguilles bondissent hors de l'eau en même temps, paniquées, transformant l'eau en un nuage de traînées pâles. Certains disparaissent parmi les herbes submergées. D'autres s'enfouissent dans la boue molle et restent immobiles jusqu'à ce que le danger soit passé. Mais ceux qui résistent poursuivent leur voyage vers le large. La nuit tombe lorsqu'ils ressentent enfin toute la force de la marée. La poussée du fleuve cède à l'immense puissance du Pacifique. Les étoiles brillent dans le ciel, se reflétant faiblement sur les vagues. Les jeunes s'arrêtent près de l'embouchure du fleuve, goûtent l'eau et s'orientent. Des années de traversée de la mer des Philippines nous attendent. Les juvéniles, désormais civelles, avec leur plumage argenté et lustré, se nourrissent de plancton, d'invertébrés et de petits poissons. Le jour se confond avec la nuit tandis qu'ils progressent sur le tapis roulant océanique, évitant thons, requins et autres prédateurs. Leurs battements de nageoires sont réguliers et leur respiration efficace. Elles profitent des vagues et des marées, et les anguilles se laissent emporter lorsque c'est possible. Ce qui commence par la descente prudente d'un jeune anguille dans les vagues se transforme, avec le temps et la croissance, en une migration audacieuse et délibérée à travers le Pacifique Nord-Ouest. Les saisons changent. Les civelles, autrefois translucides, foncent et deviennent des anguilles jaunes. Ils se nourrissent au fil d'années d'errance côtière. Plus tard, elles se transforment à nouveau en anguilles argentées scintillantes, au corps fuselé pour une plus grande endurance et aux yeux dilatés pour les eaux profondes éclairées par la lune. À présent, adultes, leurs muscles vibrent d'une force irrésistible. Elles peuvent parcourir des milliers de kilomètres. Les adultes nagent dans un monde de courants changeants. Des murs d'eau chaude et d'eau froide se rencontrent. Les tourbillons s'entremêlent comme des galaxies liquides. Les tempêtes creusent des canyons éphémères de turbulence et d'énormes prédateurs tels que le thon, l'espadon et les requins des profondeurs patrouillent les couloirs bleus qui s'étendent devant eux. Les anguilles argentées perçoivent de subtils gradients de salinité et suivent les faibles variations de température. Ils permettent de tracer les champs géomagnétiques. Lorsque les lignes magnétiques se courbent, les anguilles ajustent leur trajectoire. Lorsque les courants profonds remontent, elles en profitent, conservant ainsi leur force pour la remontée finale vers les frayères au large. La nuit, les adultes remontent à la surface, leur corps luisant faiblement sous la lumière des étoiles. Ils se nourrissent ici de petits crustacés et de calmars dérivants. Le jour, ils replongent dans des eaux plus fraîches et plus sombres, où les prédateurs sont moins nombreux. Le voyage qui les attend exige une endurance absolue. À l'approche des gyres subtropicaux à l'ouest de la fosse des Mariannes, l'eau change à nouveau, plus chaud, plus riche des signatures chimiques des frayères ancestrales. Les anguilles accélèrent, attirées par des signaux qu'aucun instrument humain n'a pu déchiffrer. Elles se regroupent en bandes éparses, solitaires durant la majeure partie de leur vie, mais convergent désormais en silence. Des individus qui ne se sont pas revus depuis qu'ils ont quitté leur rivière natale il y a des années. Leurs carrosseries déjà aérodynamiques subissent des transformations finales. Yeux exorbités, peau épaissie et gonades gonflées. Tout cela en préparation de l'acte final. Les prédateurs perçoivent aussi le mouvement. Les amphioxus à long museau flottent dans les profondeurs, leurs mâchoires articulées comme des pièges, et les requins soyeux traquent les anguilles migratrices. Certaines anguilles argentées sont capturées dans des éclairs soudains de dents et de turbulences, mais beaucoup d'autres persistent. Enfin, après un périple de plusieurs années et de milliers de kilomètres, les anguilles adultes atteignent les frayères situées près de la dorsale occidentale des Mariannes. Là, dans les profondeurs obscures, entre 150 et 300 mètres, elles libèrent leurs alevins dans les courants. Les œufs remontent en spirale lente. Elles sont fertilisées dans l'obscurité flottante. Elles deviendront bientôt des larves de leptocéphales transparentes, transportées par le courrochio vers les rivages de l'Asie orientale.
Les adultes, leur mission ancestrale accomplie, s'affaiblissent. Épuisés, ils glissent vers les profondeurs, disparaissant dans l'océan même qui les avait jadis transportés du fleuve à la mer. Et au-dessus d'eux, d'innombrables larves entament un nouveau voyage. Les prédateurs sont constants. Les méduses, les gros poissons et les calmars piègent les imprudents. Cependant, les courants les emportent peu à peu vers le nord, en direction du Japon. Les leptocéphales entament leur métamorphose en civelles à l'approche des plateaux continentaux. Leur corps s'allonge, ils se pigmentent et leurs nageoires deviennent plus pointues. En pénétrant dans les estuaires, les civelles sont confrontés à leur première véritable épreuve. Ils migrent de l'océan vers les eaux saumâtres, s'adaptant à la nouvelle salinité et surmontant les obstacles tels que les barrages, les filets de pêche et les prédateurs. De petits poissons d'eau douce tentent de les dévorer. Les oiseaux se perchent sur les berges, cerfs prêtes à attaquer. Cependant, l'instinct et l'agilité les guident en amont. Une fois dans les rivières d'eau douce, elles se transforment en anguilles jaunes et atteignent leur maturité en plusieurs années. Cachées sous les rochers, enfouies dans les sédiments, elles se nourrissent de crustacés, de vers et de petits poissons. Leur croissance est lente, la prédation est constante. Les hérons, les loutres et les humains présentent des risques. Mais les anguilles prospèrent dans cet environnement fluvial complexe. Les juvéniles suivent des routes migratoires héréditaires, guidés par les champs magnétiques, la température de l'eau et des signaux chimiques. Les adultes qui se préparent à la reproduction cessent de s'alimenter et puisent dans leurs réserves de graisse accumulées. La maturation déclenche des changements physiologiques. Les yeux s'écarquillent pour contempler les profondeurs de l'océan. Les gonades gonflent. La peau s'adapte au milieu océanique. La migration est à la fois solitaire et collective. Les adultes interagissent rarement avec les autres individus en dehors des zones de frai. La vie de l'anguille japonaise est un voyage extraordinaire. À des kilomètres de là, le soleil du matin se lève sur les plaines européennes, jetant une lumière dorée sur les champs de blé et les pâturages parsemés d'étangs. Une cigogne blanche, Ciconia ciconia, déploie ses longues ailes élégantes, ses plumes flottant au vent. Elle s'élève de son nid sur une cheminée, les pattes pendantes, profitant des premiers courants ascendants du jour. Ses ailes fendent le ciel, leurs extrémités se recourbant sous les rafales. Ils glissent sans effort sur le paysage en mosaïque. En contrebas, prairies et marais grouillent de vie, grenouilles sautillent, insectes bourdonnent et rongeurs s'agitent. Des yeux sombres et perçants scrutent le sol, à l'affût du moindre mouvement. Un léger frémissement dans l'herbe, un reflet dans l'eau peu profonde. D'un claquement sonore de son énorme bec, la cigogne signale son comportement à un couple voisin. La communication est audible à plusieurs dizaines de mètres de distance. Les courants thermiques soulèvent l'oiseau, ailes déployées et plumes légèrement arquées, lui permettant d'économiser de l'énergie lors de longs trajets. De temps à autre, la cigogne incline son aile, ajustant sa trajectoire pour survoler des zones riches en nourriture. De petits poissons et des amphibiens scintillent dans l'eau de l'étang. Les vers remontent à la surface après la rosée du matin. Dans une descente lente et gracieuse, la cigogne fond sur sa proie, refermant son bec avec précision. Elle l'avale d'un trait. Les jeunes cigognes s'entraînent à sauter prudemment sur les courants ascendants, battant des ailes avec hésitation avant de s'y engouffrer. Les adultes volent en cercle au-dessus de nos têtes. En observant, de temps à autre, nous applaudissons avec des billets de banque pour renforcer les liens sociaux et encourager les jeunes. Les jeunes oiseaux apprennent non seulement à chasser, mais aussi le rythme du vol, les courants thermiques et la gestion de l'énergie. À mesure que la chaleur estivale s'intensifie, adultes et jeunes se préparent à un voyage de plusieurs milliers de kilomètres vers l'Afrique subsaharienne. Les pattes sont soigneusement disposées sous des corps allongés, plumes douces pour une efficacité aérodynamique optimale. Les yeux scrutent l'horizon. Les courants thermiques au-dessus des terres permettent la portance, mais les mers et les déserts exigent d'autres stratégies. Les oiseaux se regroupent et forment des volées lâches. Les claquements de mains indiquent la coordination et des vocalisations occasionnelles permettent d'établir la distance, évitant ainsi les collisions en vol. Le vol est incessant. Les jours se confondent tandis que les cigognes parcourent des centaines de kilomètres, planant parfois pendant des heures sans battre des ailes. Elles se laissent porter par les courants ascendants d'air chaud.
plongeant parfois pour se nourrir ou se reposer avant de remonter à la surface. Des rapaces planent au loin, profitant des courants thermiques. Cependant, les cigognes blanches maintiennent la formation. Les zones de repos offrent l'occasion de se nourrir et de reprendre des forces. Les marais peu profonds regorgent de grenouilles, d'insectes et de petits poissons. Les cigognes pataugent avec grâce, leurs longues pattes s'enfonçant dans l'eau, étirant leur cou et refermant leur bec avec une précision fulgurante. Les applaudissements de Bill marquent l'interaction sociale. Renforcer la cohésion du troupeau, signaler une alerte, délimiter l'espace territorial dans les abris temporaires. Les jeunes cigognes imitent les adultes, apprenant les techniques de chasse et perfectionnant leur coordination. Au fil de leur voyage, elles rencontrent des difficultés. Les grandes étendues d'eau, comme la Méditerranée, sont dépourvues de courants thermiques. Elles s'adaptent alors en recherchant les courants ascendants côtiers. Ils restent au plus près du sol autant que possible. En zone désertique, une gestion rigoureuse de l'énergie est indispensable. La chaleur de midi accroît les dépenses métaboliques, ce qui ralentit les vols planés en altitude et nécessite des pauses fréquentes. La navigation s'effectue grâce aux points de repère, aux signaux solaires et à l'orientation magnétique. Le vol vers l'Afrique peut durer plusieurs semaines, en fonction des conditions météorologiques et du vent. Les tempêtes mettent la résilience à l'épreuve. Les oiseaux se déplacent au gré des rafales de vent, leurs ailes se déployant contre l'air turbulent. Les jeunes s'accrochent aux adultes, apprenant l'efficacité des trajets, la gestion de l'énergie et le timing précis des départs et des arrivées. Ces leçons sont essentielles à leur survie et garantissent la pérennité de l'espèce. Il arrive que des prédateurs harcèlent les retardataires, mais la dynamique du groupe et la vigilance assurent leur protection. Même une petite erreur d'appréciation peut leur être fatale. Une fois arrivés sur leur quartier d'hiver, les cigognes se dispersent dans les zones humides, les savanes et les plaines alluviales du Sahara. Leurs réserves d'énergie reconstituées, elles se nourrissent sans cesse. Les applaudissements du public résonnent dans les dortoirs communs, renforçant les liens sociaux. Les adultes conservent leur territoire, les jeunes continuent à découvrir les paysages locaux et le cycle de vie se poursuit jusqu'au printemps où ils reprennent leur migration vers le nord. Le moment venu, les cigognes prennent leur envol, guidées par leur instinct, et parcourent des centaines de kilomètres pour retourner en Europe. Leur arrivée coïncide avec les saisons de reproduction. La nidification commence par un rituel de retrouvailles. Les couples qui se sont accouplés l'année précédente retournent généralement au même nid, atterrissant dans un claquement de bec qui ressemble à des castagnettes en bois sur les toits et dans la cime des arbres. Si le partenaire n'est pas encore arrivé, la première cigogne défend farouchement le nid, déployer des ailes. Il claqua du bec, chasser les intrus. Lorsque les deux partenaires sont présents, ils commencent à réparer l'énorme structure de branches, de roseaux et d'herbes, tissant de nouveaux matériaux jusqu'à ce que la plateforme puisse supporter en toute sécurité le poids des œufs, des poussins et les atterrissages et départs constants des deux grands oiseaux. Certains nids deviennent de véritables monuments au fil des ans. Ils mesurent plus d'1 mètre d'envergure et pèsent plus de 100 kg. Le mâle se dresse, le cou tendu et les ailes légèrement déployées, tandis que son bec émet un son rythmé. La femelle répond par des cris plus doux et plus courts, en inclinant la tête en signe d'approbation. Leur association n'est pas purement instinctive, mais renforcée par la mémoire. De nombreuses cigognes blanches s'accouplent pour la vie ou retrouvent le même partenaire année après année. Une fois les œufs pondus, généralement 3 à 5, d'un blanc crayeux et chaud sous les plumes des parents, les deux adultes se relaient pour les couver. Ils alternent entre le réchauffage des œufs et la recherche de nourriture. Le parent couvant reste extrêmement vigilant, ajustant délicatement les œufs pour assurer une température uniforme et protégeant la couvée du soleil de midi et des brusques coups de vent ou averses. À l'éclosion, après environ 33 jours, les poussins sont aveugles et totalement vulnérables. L'alimentation est un cycle implacable. Les adultes reviennent le bec rempli d'insectes, de grenouilles, de petits mammifères ou de vers qu'ils régurgitent directement sur le sol du nid. Les oisillons se précipitent sur la nourriture, mais leurs mouvements sont d'abord petits, hésitants et maladroits. La croissance est étonnamment rapide. En quelques semaines, les poussins se transforment en jeunes oiseaux. Ils développent des plumes de vol, des pattes plus robustes
et un appétit vorace qui exige d'être nourri constamment. Les deux parents travaillent sans relâche, planant au-dessus des champs et des zones humides, chassant avec une précision chirurgicale avant de revenir au nid avec une nouvelle proie. Rapidement, le nid se transforme en plateforme d'entraînement. Les cigogneaux commencent par étirer leurs ailes et les battre frénétiquement pour se muscler et s'habituer à la force du vent. Les parents encouragent ces premiers essais en réduisant simplement le nourrissage direct, incitant ainsi les oisillons à gagner en autonomie. Des prédateurs rôdent en dessous. Les renards, les martres et les rapaces menacent les nids laissés sans surveillance. Les adultes doivent rester vigilants, souvent postés en faction à la lisière du nid, observant attentivement le moindre mouvement. À la fin de l'été, les jeunes atteignent une taille presque identique à celle des adultes. Leur plumage reste légèrement plus terne et leur bec plus foncé. Leur instinct est aiguisé par l'observation des trajectoires de vol et des techniques de recherche de nourriture de leurs parents. À l'approche de la saison de migration, les oisillons ressentent la même attraction irrésistible que toutes les cigognes d'Europe et d'Asie occidentale. Ils sautent dans le ciel avec les adultes. Au fil de la saison, les volets se déplacent en rythme à l'horizon, leurs silhouettes se détachant sur le lever et le coucher du soleil. Les courants ascendants s'élèvent, les ailes fendent l'air et le claquement des becs résonne dans les vallées. La disponibilité des proies, les conditions météorologiques et les réserves d'énergie déterminent leur survie. À la tombée de la nuit, sur les zones humides d'Afrique subsaharienne, les cigognes se regroupent dans des abris communs. Leurs plumes frémissent dans l'air frais, leurs ailes se replient avec grâce et le doux claquement de leur bec résonne faiblement sur l'eau. Ils économisent leur énergie, restent vigilants et leur instinct les prépare pour le voyage du lendemain. Dans quelques mois, ils remonteront vers le nord, emportés par les courants thermiques. Et ainsi de suite, le cycle se poursuit. Telle est l'histoire de ces incroyables créatures migratrices. À travers les océans, les déserts, les forêts et les cieux polaires, ces migrations constituent le pouls de la planète. Des plus petites larves dérivant sans but aux plus gros phoques traversant des bassins océaniques entiers. Chaque voyageur emprunte des routes marquées par des millénaires de survie. Guidés par les champs magnétiques, les cartes stellaires, les phénomènes météorologiques et l'instinct. Les prédateurs, les tempêtes, l'épuisement et l'évolution du paysage font de nombreuses victimes, mais les voyages continuent, génération après génération. Les nutriments sont transportés en amont, des forêts sont plantées, les côtes fédérales, océans troublés. Ces migrations représentent à la fois une résistance et un danger, héritage et espoir.